fin du XVIIe au milieu du XIXe siècle, fut le lieu où vécurent le plus grand nombre de gens de couleur. Sur 28 millions d'habitants en France, on comptait environ 5000 noirs, créoles ou mulâtres. Emmenés des plantations sur le sol de France pour accompagner les colons, ils venaient soit pour être évangélisés, soit pour apprendre un métier, parfois, comme le chevalier Saint-Georges, pour se lancer à l'assaut du tout Paris. Dans un Paris qui était en dentelle, un Paris poudré, un Paris en perruque, le chevalier de Saint-Georges, je peux vous dire qu'il faisait saliver pas mal de gens, il en énervait d'autres prodigieusement, mais en tout cas, les femmes étaient à ses pieds, parce que c'était un colosse, parce que c'était un homme charmant, qui avait un tact absolu, il était vraiment très brillant dans tous les domaines, et pourtant tellement modeste. Ça, c'est tellement merveilleux de voir quelqu'un qui a un talent fou, puis en plus qu'il la ramène pas, comment dire aujourd'hui. Alors il avait beaucoup de femmes autour de lui, le roi de France l'adorait, le connaissait, il venait souvent jouer à la cour, et puis en plus de ça, il avait un contact avec les gens qui aimaient les sports physiques. Que vous dire de plus, c'était un triomphateur, c'est un homme qui était né pour vaincre, on peut dire, une sorte de frère d'Alexandre Dumas. Né pour vaincre, Joseph Boulogne voit le jour en 1739 à Basse-Terre, en Guadeloupe, d'une mère noire, Nanon, et du comte de Boulogne, fermier général. Le futur chevalier Saint-Georges grandit jusqu'à l'âge de 13 ans dans les propriétés de son père entre Saint-Domingue et la Guadeloupe. Mais très vite, délaissant la terre coloniale, Saint-Georges monte à Paris et, sur recommandation, entre dans la bourgeoisie. Il pénètre dans la haute bourgeoisie, mais il va beaucoup plus loin. Il entre au Palais Royal, c'est-à-dire au service de la famille d'Orléans, et plus particulièrement, il sera le commandant de la garde personnelle du duc de Chartres, le futur Louis-Philippe. Mais pour l'heure, Saint-Georges est attiré par le métier des armes. Il devient élève de la Boissière, le maître d'armes de l'époque, formateur des plus grandes épées de la cour. Saint-Georges a 27 ans et il excelle. Il se mesure aux plus grands escrimeurs d'Europe. Sa réputation de virtuose de l'épée devient légendaire. Il était un homme qu'on aimait combattre. On venait de tous les pays, y compris de l'Italie, à Paris pour tirer le fer avec le chevalier de Saint-Georges, qui était un bretteur redoutable. Dans le domaine de l'escrime, il a laissé une trace importante, et en particulier grâce à un combat qui a été à l'occasion de gravures qui ont fait le tour du monde et que l'on connaît encore maintenant, pour un assaut célèbre à Londres en 1787 contre le fameux chevalier d'Éon. Et il a également participé à des tas, à cette époque-là, de compétitions, ça ne s'appelait pas encore compétition, enfin de rencontres d'escrime qui ont fait la promotion de notre discipline. À cette habileté d'escrimeur s'ajoutent d'autres talents. Saint-Georges est, dit-on, un excellent danseur, un remarquable tireur au pistolet et un cavalier hors pair. Entouré d'une cour d'admirateurs, il est devenu gentilhomme mondain, doublé d'un sportif complet. Il était respecté, admiré, il portait perruque, attention, il était très élégant. Les femmes, je vous dis encore, les hommes étaient intéressés par son violon, par son épée, parce qu'il était tellement vivant, sportif, mais les femmes trouvaient un bel homme, point final, et puis alors qu'il y avait autrement plus d'autorité que plein de blancs-becs qu'elles croisaient dans leur vie de tous les jours. Il a été mêlé tout de même à différents scandales dans la vie de son époque. Alors il a fait beaucoup parler de lui, ça c'est évident. Par exemple? Oh bien, le chevalier de Saint-Georges, il y a eu des questions, je ne saurais pas vous donner le détail, mais il y a eu des problèmes amoureux, il y a eu des querelles, etc. Bon, alors voyez comment cela peut défrayer la chronique du temps, c'est évident. Et d'aventures galantes en succès d'épée, si le chevalier Saint-Georges défraye la chronique, c'est aussi pour son art accompli du violon. Déjà à Saint-Domingue, il avait appris la musique, et à Paris, il avait étudié la composition avec Leclerc, une référence en ce domaine. Saint-Georges est un compositeur, un vrai compositeur. C'est pas un amateur. C'est un homme qui connaît son métier, qui est interprète de violon de très haut niveau et qui est un bon compositeur. De Saint-Georges, en la quantité d'œuvres qui sont conservées aujourd'hui, Saint-Georges s'est imposé, bien qu'il fût de couleur, c'est évident. Et sa notoriété ne cesse de grandir.
Vers 1781, Saint-Georges prend la direction du concert des amateurs, puis devient chef d'orchestre de la loge olympique. En fait, il va avoir un rôle éminent dans la vie musicale parisienne, alors que le public découvre la vogue du concerto et de la sonate. C'est une musique intéressante, qui est d'inspiration plutôt italienne, je dirais, qui est une écriture avec en général une partie du premier violon très écrite, et une écriture du 18e, c'est vrai, tout à fait caractéristique, qui est une musique, je dirais, plutôt d'ambiance, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est une musique de salon, à mon avis. Mais en même temps, une musique assez brillante. C'est une belle musique, c'est tout à fait intéressant. Elle est très peu jouée, mais il faut aider à la faire redécouvrir. Mais en tout cas, notre Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, est un mulâtre typique, c'est-à-dire qu'il a conquis sa liberté, non pas avec son épée, parce que ça je crois que ça a été en plus, mais par son violon. Il semblerait que les arts, même à cette époque-là, 18e siècle, et puis maintenant aussi, d'ailleurs, on peut être très modeste et très humble et faire de très grandes carrières artistiques. Les arts permettent de s'évader, permettent de quitter, au fond, le statut qui aurait pu être le sien, c'est-à-dire coupeur de canne à sucre. On sait bien, moi, mon grand-père aurait pu être coupeur de canne à sucre aussi s'il n'avait pas rencontré l'école. Mon grand-père adorait l'école parce que ça lui avait permis de s'élever. Et je crois que la musique, dans ce cas-là, avait fait de même avec le chevalier de Saint-Georges. Alors, au sommet de sa gloire, Saint-Georges est remarqué par la famille du duc d'Orléans. Dès lors, il devient un assidu des salons littéraires et des loges philosophiques, au moment où les idées révolutionnaires et anti-esclavagistes du siècle des Lumières font leur apparition. Il est entré dans la franc-maçonnerie. Je dirais même qu'il y a été accepté puisque c'est le seul sans mêler qui soit entré dans la franc-maçonnerie et pas dans n'importe quelle loge. Il est entré dans la loge des 9 sœurs. Et c'est assez curieux parce qu'il n'entre pas dans une petite loge, il n'entre pas dans une loge moyenne. Non, il entre dans la loge la plus prestigieuse, celle où était entré Voltaire. Voltaire et les idées de la Révolution en marche. Déjà, les rues de Paris grondent. La mort du duc d'Orléans entraîne l'exil du chevalier Saint-Georges à Londres, mais il revient à Paris en 1789, pose l'archet et reprend l'épée. 10 ans avant sa mort, Saint-Georges s'embrase pour la Révolution française. En 1791, il est nommé capitaine de la garde nationale à Lille, et un an plus tard, il forme un régiment de noirs, les hussards américains. Ils participeront à des opérations à Amiens, puis en Belgique. La Légion des Américains est en effet une légion composée d'esclaves noirs, d'hommes libres, qu'il a rassemblés, avec lesquels il a formé un corps. Et à la tête de ce corps, il a servi aux côtés du Dumouriez, qui était commandant en chef dans le Nord, mais tout en servant la Révolution, conservait un cœur très, très monarchiste, et peut-être que le chevalier de Saint-Georges partageait également ses sentiments. Et suspect de sympathie royaliste sous la Révolution, l'Assemblée déclare Saint-Georges peu conforme à l'esprit de l'époque. Dénoncé, il est arrêté, incarcéré 1 an à Oudinville. Relâché, réintégré dans ses fonctions, il sera destitué définitivement en 1798. Saint-Georges s'embarque alors pour Saint-Domingue, puis revient à Paris, où il donne quelques concerts, avant de mourir en 1799, presque misérable. Mais c'est au cours de sa période militaire que Saint-Georges connut un mulâtre comme lui, le futur général Dumas. Simple soldat, il s'appelait alors Dumas David de la Pailletterie, et Saint-Georges le prit dans sa légion en septembre 92. Il le fit nommer colonel en janvier 93, et la légion du général Dumas était déjà bien entamée. Le général Dumas, c'est le père de l'écrivain Alexandre Dumas, auteur des 3 Mousquetaires, et par conséquent
le grand-père de l'auteur de La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas fils. Comme le chevalier Saint-Georges, le général Dumas est né aux Antilles d'une esclave noire et d'un ancien colonel, commissaire général d'artillerie, en 1762. Sa mère, Cécette Dumas, meurt lorsqu'il a 10 ans. Reconnu par son père, Thomas Alexandre Dumas s'installe à Paris en 1780. Il a 18 ans. Alexandre Dumas fils le décrit dans ses mémoires. Il avait ce teint bruni, ses yeux marrons et veloutés, ce nez droit qui n'appartiennent qu'au mélange des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes épaules. Puissantes épaules, physique avantageux, le jeune Dumas rêve d'aventure et de gloire militaire. Il a 24 ans et s'engage dans les armées du roi, précisément dans les dragons de la reine. Pour être dragon, il fallait de toute façon avoir une taille minimum parce que c'était des gens de belle prestance sur des chevaux géants. C'est un type qui est un géant, qui est présenté en permanence comme un géant capable de tours de force absolument faramineux, capable de venir à cheval dans une salle d'armes, de s'accrocher, d'après les récits, à la poutre maîtresse et de se soulever, lui et le cheval, à la force de ses bras. Un colosse. Un colosse, mais aussi un être doué d'un sens militaire hors pair. C'est un type qui sait à la fois le maniement des armes qui conviennent aux simples soldats. Il se bat admirablement bien au sabre, il s'est battu en duel très souvent, il tire très bien, c'est un chasseur de tout premier plan, et c'est simultanément un stratège. Et c'est comme tous les généraux d'Empire de l'époque, c'est un type qui est jeune, parce qu'il est général à 30 ans, et c'est un type qui n'hésite pas à aller à la tête de ses troupes. À l'Héro Contact, l'époque napoléonienne y est propice pour le jeune Dumas. Il devient général en chef des armées des Pyrénées-Occidentales en septembre 1993. Il a 30 ans et s'est engagé dans l'armée depuis 20 mois seulement. Une promotion express gênée en aucune façon par la couleur de sa peau, alors que Napoléon avait rétabli l'esclavage. Il n'y a certainement pas de discrimination à l'embauche. Il va y en avoir quand même parmi certains des généraux de Napoléon. Chez Napoléon lui-même, il y a l'un des généraux qui était derrière qui a eu ce mot qui était quelque peu répugnant, qui était « Le général Dumas est le seul homme de couleur à qui j'ai pardonné la couleur de sa peau ». Donc quand même, il n'y a pas de racisme au sens où on l'entend actuellement, c'est une notion qui n'existait pas. Mais il y avait tellement de préjugés. Mais les préjugés ne feront pas reculer la fougue du général mulâtre. Au cours des campagnes d'Égypte et d'Italie, les exploits du général Dumas sont restés dans l'histoire comme acte de courage et d'héroïsme. Une anecdote célèbre au moment des campagnes d'Italie où il a pris une part prépondérante. Il y a un pont, donc, qui est barré par l'armée autrichienne. Il envoie 25 dragons pour déblayer le pont. Ils se font tuer, il y va lui-même, il descend de cheval, il a une force herculéenne, il enlève tout, il remonte à cheval, et sans se soucier de savoir si on le suit, il charge. Le diable noir, diront les Autrichiens, et il massacre tout ce qu'il trouve d'Autrichiens de l'autre côté. Il y a un seul homme qui l'a suivi, à eux deux, il renverse tout un bataillon. L'un des plus célèbres aussi, c'était la façon dont il a déblayé, au moment de la campagne d'Égypte, dont il a déblayé la grande mosquée du Caire, où il est entré à cheval. Et Napoléon, sur le coup, dit il faut absolument immortaliser cette entrée du général Dumas à cheval dans la mosquée du Caire. Entre-temps, le général Dumas, qui est tout à fait opposé à ce projet mégalomaniaque de la campagne d'Égypte, se brouille avec Napoléon. Et le tableau final qui représente cet épisode, on a remplacé le général Dumas, mulâtre, par un hussard blond, beaucoup plus présentable, beaucoup plus anonyme. Fatigué par ses combats, malade et mal soigné à son retour d'Égypte, brouillé avec l'empereur qui ira jusqu'à interrompre sa solde militaire, le général Dumas retourne auprès de sa femme et de son jeune fils Alexandre dans sa maison de Villers-Cotterêts. Le général meurt en 1806.
Mais avant de disparaître, le général avait posé pour la postérité 2 fois pour son ami et compatriote Guillaume Guillon-Lethière, lui aussi mulâtre, et déjà à cette époque un célèbre peintre d'histoire. Si vous regardez le philoctète qui est au Louvre, vous verrez la tête du philoctète. C'est quelqu'un qui a un visage assez sombre. Il n'a pas mis Dumas que sur ce tableau-là. Il l'a peint aussi lors d'une de ses victoires, avec un cheval qui est mort sous lui. Geneviève Capy et Florent Laballe ont une passion en commun, la vie et l'œuvre du peintre Lethière. Lethière né en 1760. Il est le fils naturel d'un blanc de Saint-Pierre de la Martinique et d'une esclave noire affranchie de la Guadeloupe, Marie-Françoise Pépeille. Il passe une partie de son adolescence sur son île natale, mais doué pour le dessin, son père l'emmène en France. En métropole, il est inscrit à l'école de dessin de Descamps à Rouen. Ils ont occupé les combles, comme vous le voyez, il y a des... C'est tout à fait pour les dessinateurs et c'est là qu'il est devenu le dessinateur qu'on connaît. Et après seulement 2 ans d'études dans cette école, à 16 ans, Lethière obtient son premier prix de dessin. Oui, mais ça c'est vraiment le premier. Le premier est le plus beau. Il est vraiment très beau celui-là. Non, ce qui est beau dans ce dessin, c'est la ligne. C'est une ligne parfaite. On peut dire que c'est le linéaire, tout à fait, parce que ça veut dire qu'il avait un très bon professeur de dessin. Je veux dire qu'il avait un professeur linéaire, non pas baroque. Un professeur qui savait que c'était lui de l'époque. De tels progrès l'amènent en 1777 à travailler à Paris, dans l'atelier de Gabriel François Doyen. De prises, en médailles et en éloges, en 1784, Lethière obtient le 2e Grand Prix de Rome. Un an plus tard, il obtient le prix de la demi-figure, dit prix du torse. Il adhère au style néoclassique. C'est un style qui commence vers les années 1760. C'est l'allégorie, c'est la mythologie, c'est l'histoire, quoi. Donc il est néoclassique, c'est la pureté, parce que c'est l'un des plus grands dessinateurs, on peut remarquer son écriture, c'est vraiment d'une souplesse, d'une pureté extraordinaire. Mais il n'est pas le seul, c'est tout le néoclassicisme qui est comme ça. 1786, Lethière part une première fois pour Rome comme pensionnaire de l'Académie de France. Il reste 5 ans, puis ses études achevées, il rentre à Paris. Il ouvre un atelier près de Saint-Germain-des-Prés, déjà un lieu artistique très fréquenté avec la proximité de l'école des Beaux-Arts. C'était le coin privilégié des artistes, le coin privilégié des étudiants, des artistes, parce que c'était le domaine tout entier de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés prenait tout le long de la Seine et il y avait des promenades extraordinaires. Ils allaient le dimanche manger, dormir, se baigner le long de la Seine. Lethière gagne en réputation au point de faire concurrence à l'école de David. De caractère vif et emporté, il est reconnu pour son talent. En 1801, la rencontre avec Lucien Bonaparte est importante. Des amitiés républicaines se nouent comme une admiration réciproque. Alors, nous avons à cheval le général Murat, là le général Ney, et là-bas le général Bertrand. Voilà. C'est un très très beau tableau. C'est magnifique. Hein? Et il y a un sens du mouvement là-dedans extraordinaire parce que ça bouge. Ça bouge de tous les côtés. On voit les Prussiens, ils ne savent pas. Ils sont vraiment perdus, là, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont devant une force énorme. Regardez l'armée qui continue. Puis on voit au bout, là-bas, en perspective, on voit des hommes encore qui arrivent là. Mais Lethière est aussi un tempérament bretteur. Lors d'un duel, il touche à mort un officier. Il doit quitter Paris, son école est fermée. Et grâce à la protection de Lucien Bonaparte, Lethière est nommé en 1807 directeur de l'Académie de France à Rome. Pendant 10 ans, il s'occupe de la gestion de la Villa Médicis, remet de l'ordre et permet à de jeunes peintres pensionnaires comme Ingres et Cortot de réussir.
il y a des écrits où on dit que ça a été un parfait administrateur, un bon professeur, un humaniste, un très bon... il était très aimé de ses pensionnaires et il avait réussi à envoyer les travaux des élèves à temps, ce qui n'était pas le cas avant. Et il était très aimé, aussi bien de ses supérieurs à Paris qu'à Rome. Je suis vraiment très fier, vraiment, personnellement, mais je suis fier pour les Antilles tout entières. Parce que imaginez le Thiers né d'une femme noire esclave, imaginez cet homme qui ait pu accéder à des fonctions aussi hautes par sa valeur, par son travail. Eh bien vraiment, de nos jours, je trouve ça vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il ne faut pas oublier, c'était comment dirais-je, une place très enviée par ses contemporains, notamment par David. Un poste diplomatique. Mais un poste qui ne l'empêche pas de peindre. Pendant son directorat à Rome, il exécute son chef-d'œuvre, toujours visible au Louvre, Brutus, commandé par Lucien Bonaparte. Et pendant ce temps, en France, les événements politiques s'accélèrent. La chute de l'Empire voit le retour de Louis XVIII et les 100 jours. Le Thiers est rentré à Paris. Il est élu en 1816 à l'Institut, mais le roi refuse de ratifier son élection. On lui reproche ses amitiés républicaines. Il a eu un problème avec l'administration royaliste pendant les 5 jours, parce qu'il avait soi-disant remis le drapeau, le drapeau de Napoléon, et un peu trop vite. Alors donc, au retour de Paris, eh bien, on l'a pas oublié, et puis c'est pour cela qu'on a, comment dirais-je, le roi n'a pas accepté ça. Réélu 2 ans plus tard, le roi ne s'oppose plus. Et pour la première fois, un mulâtre fait son entrée sous la coupole. La même année, le Thiers est décoré de la Légion d'honneur. Nommé ensuite professeur aux Beaux-Arts, le Thiers fonde son école de peinture à l'Institut. 10 ans avant sa mort, il exécute un tableau allégorique en hommage à la nation haïtienne, le serment des ancêtres. Il représente Pétion et Dessalines, un noir et un mulâtre, unis pour l'indépendance d'Haïti. À travers cette union, ce serment des ancêtres, c'est l'expression d'une volonté d'unir le peuple et de se dévouer pour que cette indépendance soit sauvegardée, soit protégée, soit l'ouverture d'un avenir fastueux pour le peuple haïtien. Et ça, c'est le regard de Dieu. En 1828, le Thiers peint sa dernière toile, La mort de Virginie, mais l'époque n'est déjà plus à l'histoire antique. La vie de Le Thiers se termine dans la douleur de voir ses fils et petits-fils atteints de maladie. Lui meurt le 21 avril 1832. Son corps repose au cimetière Montmartre et c'est le fils du général Dumas, Alexandre, qui prononcera son éloge sur sa tombe. Mais aujourd'hui, ces toiles sont dans les musées, les plus grandes galeries du monde et chez les collectionneurs privés. Ainsi, le Thiers, Dumas et le chevalier Saint-Georges, 3 mulâtres au siècle de la traite, ont contribué à l'histoire. Ils ont inscrit leur nom en lettres d'or sur les frontons des plus grands monuments et resteront pour leur talent, leur courage et leur héroïsme dans les mémoires des générations futures.